Bonsoir à tous, l'actualité européenne et internationale de ce jeudi 8 novembre. Bienvenue dans Euronews Soir. Voici les titres de ce journal. Des images qui se répètent aux États-Unis, théâtre d'une nouvelle fusillade. Un homme a ouvert le feu dans une discothèque près de Los Angeles. Il y a au moins 12 morts et plusieurs blessés. L'assaillant s'est donné la mort. C'est un ancien soldat. Ses motivations restent inconnues. Tension au Pakistan après la libération d'Asia Bibi. Cette chrétienne condamnée à la peine de mort pour blasphème a été libérée, d'où la colère des islamistes radicaux qui réclament son exécution. Face aux menaces, Asia Bibi pourrait être exfiltrée. L'Europe célèbre ce dimanche le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. 100 ans après, des sous-sols portent encore des témoignages de soldats. On se rendra dans la carrière de Froidmont en France, où venaient s'abriter les combattants. Et puis il y a bientôt 500 ans disparaissait l'auteur de la Joconde, Léonard de Vinci, un génie à l'état pur, à la fois peintre, scientifique ou inventeur. L'occasion de revoir à la loupe les multiples facettes du maître florentin. Bonsoir encore donc, une fusillade particulièrement meurtrière aux États-Unis. Cela s'est passé hier soir dans un bar-discothèque près de Los Angeles. Bilan au moins 12 morts. Le tireur a été identifié, il s'agit d'un ancien soldat. Un homme a ouvert le feu et tué 12 personnes dans un bar-discothèque de Californie. Le tireur est décédé. La police n'indique pas si l'homme a été neutralisé ou s'il a mis fin à ses jours. Le drame a eu lieu vers 23h30 au Borderline Bar and Grill, un établissement de Thousand Oaks à une soixantaine de kilomètres de Los Angeles. Le sergent Ron Eulus figure parmi les victimes de la fusillade. Ron était un sergent dévoué et travailleur. Il était totalement dévoué. Il a tout donné. Et ce soir, comme je l'ai dit à son épouse, il est mort en héros parce qu'il est entré pour sauver des vies. Au moment de l'attaque, le bar accueillait une soirée où participaient plusieurs centaines d'étudiants. L'un d'eux raconte que le tireur est entré par la porte principale en tirant sur un vigile. J'ai juste commencé à entendre de gros pop, 3 ou 4 sûrement. Je me suis jeté au sol et quand j'ai levé les yeux, le garde de sécurité était mort. Je ne veux pas dire mort, mais il a été abattu. Il était à terre et le tireur lançait des grenades fumigènes partout. Et il y a eu probablement 12 coups de feu avant que je sorte par la porte d'entrée. Les autorités n'ont donné aucune information sur l'identité ou les motifs de l'assaillant. Plusieurs témoins décrivent un homme en manteau noir qui portait une barbe et tenait une arme de poing de gros calibre. On reste aux États-Unis avec ce nouveau départ dans l'administration Trump, celui du ministre de la Justice Jeff Sessions, poussé vers la sortie par le président américain Cyril Fourneris. Une sortie forcée, mais sous les applaudissements. Le ministre américain de la Justice, Jeff Sessions, a fait ses adieux à ses collègues ce mercredi. Il venait de présenter sa lettre de démission à la demande de Donald Trump, qui ne l'a jamais pardonné de s'être récusé dans l'enquête sur l'ingérence russe. Dans un tweet, le président américain nommait Matthew Whitaker, le chef de cabinet de Sessions, à la tête du département de la justice par intérim. Et les journalistes demandaient à la conseillère de Donald Trump si ses relations avec le ministère allaient évoluer. Pourquoi pensez-vous qu'il a de mauvaises relations avec le ministère de la Justice? Votre question le sous-entend. Qu'entendez-vous par évoluer? Il a parlé de ses frustrations vis-à-vis de Sessions, qu'il était en colère de la façon dont il gérait le département. Ses relations avec le département n'ont jamais été mauvaises. Je viens de vous lister tout ce que le département de la justice a accompli pendant sa présidence. Procureur puis sénateur de l'Alabama, ultra-conservateur et soutien sans faille de Donald Trump, Jeff Sessions incarnait la défense de l'ordre moral et des travailleurs américains contre l'immigration. Détesté à gauche, Jeff Sessions était accusé par le président de ne pas avoir pris le contrôle d'un ministère infiltré par les démocrates, mais surtout d'avoir échoué à le protéger de la chasse aux sorcières dont il se dit victime depuis les ingérences russes dans sa campagne. Retour à présent sur cet échange houleux entre Donald Trump et un journaliste de CNN. C'était après les élections de mi-mandat. La Maison-Blanche a depuis retiré l'accréditation du reporter. Pour la chaîne américaine, cette décision sans précédent menace la démocratie.
Un journaliste de la chaîne CNN s'est vu retirer son accréditation à la Maison-Blanche suite à un vif échange avec le président Donald Trump. Jim Acosta est accusé d'avoir posé sa main sur une stagiaire de la Maison-Blanche qui tente ici de lui retirer le microphone. Donald Trump, qui refusait de répondre à sa seconde question sur l'enquête russe, a accusé le journaliste d'être une personne horrible et impolie. CNN devrait avoir honte de vous employer, a-t-il poursuivi. Mais la chaîne d'information a fait savoir qu'elle soutenait son reporter. Dans un communiqué, elle s'inquiète d'une décision sans précédent qui menace la démocratie. Le président a attaqué plusieurs journalistes au cours de ce qui n'était que le troisième face-à-face qu'il leur accordait à la Maison-Blanche depuis son élection. Il accuse régulièrement les organisations de presse d'être des médias fake news et des ennemis du peuple. Au Pakistan, une affaire judiciaire attise les tensions. Au cœur de cette affaire, une femme chrétienne, Asia Bibi, condamnée en 2010 à la peine de mort pour blasphème. Après 8 ans de prison, elle a été libérée, mais les islamistes radicaux crient leur colère et demandent son exécution. Sandrine Delorme. La chrétienne Asia Bibi a été libérée, mais elle est toujours au Pakistan. Elle se trouve désormais dans un endroit sûr. Asia Bibi a été libérée de sa prison de Multan dans le centre du pays la nuit dernière, où elle était emprisonnée depuis des années. Âgée d'une 50aine d'années, mère de 5 enfants, elle avait été condamnée à 8 ans de prison pour blasphème, à la suite d'une dispute avec des villageoises musulmanes au sujet d'un verre d'eau. Sa libération a provoqué la fureur des milieux islamistes radicaux qui appellent de longue date à son exécution et qui ont annoncé une grande manifestation ce jeudi à Karachi. D'autres pourraient suivre demain. Le gouvernement pakistanais s'est engagé à lancer une procédure visant à interdire à Asia Bibi de quitter le territoire et à ne pas bloquer une requête en révision du jugement d'acquittement, ce qui lui a valu de nombreuses critiques. C'est une dispute avec des villageoises musulmanes à propos d'un verre d'eau qui avait entraîné la condamnation d'Asia Bibi pour blasphème. C'est le crime suprême au Pakistan, comme nous l'explique Anne-Isabelle Tollet, la présidente du comité de soutien à Asia Bibi, interrogée par Stéphanie Morbois. On estime à peu près à 2000 condamnations par an, mais il faut savoir que souvent les gens qui sont accusés de blasphème, ils sont jetés en prison et ils sont souvent tués ou empoisonnés avant même d'être jugés. Voilà pourquoi les statistiques sont difficiles à obtenir, mais par ailleurs, la condamnation pour blasphème, délit de blasphème, ne touche pas que les chrétiens. Ce sont les musulmans qui sont en priorité les premières victimes de cette loi, à la fois d'un point de vue statistique, parce que 97% du pays sont musulmans, et ce délit de blasphème étant le crime suprême au Pakistan, eh bien, et surtout, cette loi, telle qu'elle est aujourd'hui, permet d'accuser quelqu'un d'avoir commis un blasphème pour régler des comptes, pour se débarrasser d'un rival. Donc chacun utilise à sa manière cette loi pour se débarrasser de quelqu'un et régler des conflits de voisinage. Si bien que personne au Pakistan n'est à l'abri d'une accusation de blasphème. Et comme souvent ces personnes-là, c'est parole contre parole, hein, donc c'est difficile de prouver qu'on n'a pas blasphémé, eh bien les juges dans les tribunaux sont sous la pression des islamistes qui viennent au moment du jugement et ils n'ont pas d'autre choix que de prononcer la peine maximale, sinon ils signent eux-mêmes leur arrêt de mort. La droite européenne a choisi son leader pour les élections européennes de 2019. L'Allemand Manfred Weber, 46 ans, a été largement plébiscité lors d'un congrès à Helsinki. Il devient un successeur potentiel à Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne. Arnaud Richard. Une droite européenne en ordre de bataille derrière son nouveau leader. Manfred Weber, 46 ans, a été désigné tête de liste du Parti populaire européen pour les élections de 2019. Après avoir été adoubé par les grands leaders de droite du continent comme Angela Merkel, Viktor Orban ou Laurent Wauquiez, ce conservateur de 46 ans a réuni près de 80% des voix des délégués présents à Helsinki. Prochain objectif, prendre la tête de la Commission européenne et succéder à Jean-Claude Juncker. Pour cela, il faudra que la droite soit majoritaire après les élections européennes de mai prochain. Cette semaine, Euronews consacre une série spéciale à la Première Guerre mondiale. Ce soir, nous vous emmenons dans le nord de la France où des tunnels renferment les mémoires de soldats. Leurs inscriptions ornent les murs. Audrey Tilve.
La carrière de Froidmont à Bray-en-Launois, dans le nord-est de la France, est un condensé de vestiges et de témoignages de guerre. Sur plus de 20 km, des tunnels sous le chemin des Dames, un front majeur de l'Ouest durant la Grande Guerre. Ici se sont abrités des soldats allemands entre 1914 et 1917, puis des soldats alliés français et américains. Sur les murs, une multitude d'inscriptions, de dessins et même de sculptures, autant de témoignages d'une vie de reclus entrecoupée d'épisodes de terreur. Ces carrières ont été très utiles, servaient d'abri, c'était des forteresses souterraines. Dans la Somme ou en Belgique, les Allemands ont été obligés de s'enterrer, de creuser. Ici, tout était déjà fait. Et là, on se trouve déjà à plus de 10 mètres de roche au-dessus, donc une très grosse protection. C'est du couchage, c'est des zones de repos, c'est de l'infirmerie. C'est vraiment une ville, un village souterrain et fortifié. La plupart des gravures et des graffitis ont été réalisés par les Américains de la 26e division. Soucieux de laisser une trace, ils n'ont pour autant pas dégradé les réalisations des ennemis qui les avaient précédés. C'est la prolifération d'écrits de soldats de la même unité, de la même association, parce qu'ils sont chevaliers de colon ou francs-maçons ou d'une même origine, comme les Irlandais. Et seuls les Irlandais vont préciser sur les parois qu'ils sont américains, mais qui sont d'origine irlandaise. La carrière de Froidmont, aujourd'hui fermée au public, n'est accessible qu'au cas par cas pour protéger ce bout d'histoire resté intact 100 ans après. New Delhi, la capitale de l'Inde, suffoque dans la pollution. Comme souvent en fin d'année, les habitants portent des masques pour se protéger des émanations toxiques. Mais cette fois, la pollution a atteint un niveau record. Sandrine Delorme. New Delhi, au lendemain de la grande fête des Lumières hindoues de Diwali et ses traditionnels millions de pétards. La pollution atmosphérique a atteint l'un de ses pics de la saison dans la capitale indienne, malgré l'utilisation de pétards dits propres. Au lever du jour, une brume toxique enveloppait les rues. Une partie des rares habitants se rendant au travail portait un masque sur le visage pour se protéger. Et ces manifestants en ont assez de la pollution. Je me sens mal à cause de la pollution de l'air, comme si mes yeux commençaient à brûler. Et même avec des médicaments, ça ne guérit pas. Ça guérit seulement quand je quitte le pays pour l'Amérique ou un endroit où l'air est bien meilleur. Les soirs, on ne peut pas aller jouer dans les parcs trop longtemps. Par exemple, si on sort à 5 heures, on doit revenir à 6 heures max, parce que le ciel est brumeux et gris. La qualité de l'air à Delhi se détériore chaque année en novembre et en décembre avec le froid et l'absence de vent, d'autant plus que les agriculteurs des États voisins brûlent les chaumes pour nettoyer leurs champs. Il était à la fois peintre, sculpteur, scientifique, inventeur, architecte, botaniste ou écrivain. La créativité de Léonard de Vinci ne semblait pas avoir de limite. L'artiste florentin est mort à Amboise il y a bientôt 500 ans. Le roi de France avait fait appel à ses multiples talents. Johann Giametta d'Angelo. C'est en 2019 que nous célébrerons le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, génie italien des arts et des sciences. Le père de la Joconde, portrait le plus célèbre au monde et inventeur hors pair, est né ici, dans la région de Florence. C'est au cœur de la Toscane que Léonard de Vinci intègre un atelier renommé et apprend les techniques qui feront de lui le génie que l'on connaît aujourd'hui. Sa réputation commence à se répandre dans toute l'Italie du Nord, au point de provoquer la convoitise du roi de France, François Ier, soucieux d'attirer à la cour un savant de telle ampleur. Pour le roi François Ier, c'est une prise de guerre formidable parce qu'il amène à la cour un très bel esprit, un esprit qui est doté d'une puissance créatrice extraordinaire. À Amboise, la créativité de Léonard de Vinci devient sans limite et le Florentin imagine, avec plusieurs siècles d'avance, les ancêtres de nos voitures et même de nos avions, des inventions qu'il tenait à garder secrètes. Ce que l'on voit effectivement, c'est cette écriture très régulière de Léonard, de droite à gauche. Léonard est gaucher. C'est une écriture inversée, certainement pour protéger ses secrets. Des secrets, Léonard de Vinci en cachait aussi à l'intérieur de ses tableaux, comme le mystérieux Sainte-Anne, œuvre restée inachevée du maître. Il faut vraiment voir ce tableau comme, en quelque sorte, le testament
que Léonard lègue à l'humanité, dans lequel il rassemble toutes ses études scientifiques et toute sa vision poétique du monde. En 1519, De Vinci meurt à l'âge de 67 ans. François Ier aurait alors déclaré qu'il n'y a jamais eu d'homme qui en savait autant que Léonard dans tous les domaines. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur notre chaîne pour d'autres informations. Bonne soirée sur Euronews et à bientôt.